Merci beaucoup. Commençons justement avec les REER. On sait que l'utilisation des REER, le RAP en particulier, c'est un bon moyen pour être capable de faire l'acquisition d'une première maison. As-tu des conseils à donner côté comptabilité, fiscalité par rapport à ce point-là? En réalité, le RAP, les règles au niveau du RAP et des prêts REER pour les RAP et l'utilisation du RAP en tant que tel n'ont pas changé dépendamment de la pandémie. C'est les mêmes règles qu'avant. Présentement, c'est sûr que pour certaines personnes, trouver du financement pour s'acheter une nouvelle maison peut être plus difficile compte tenu, par exemple, s'il y aurait eu des ruptures d'emploi ou des gens qui avaient 2 salaires à temps complet sont devenus avec 1 salaire à temps complet ou 2 salaires à temps partiel, peu importe. Il peut y avoir des problèmes au niveau du financement. Fait que utiliser le REER par la bande du mécanisme du prêt RAP, la sortie d'argent avec le RAP est toujours avantageuse de le faire. Fait que c'est toujours un bon moyen pour mettre une mise de fonds. Ce que ça fait, c'est que le RAP permet juste de sortir une partie de vos REER pour mettre comme mise de fonds sur une maison sans vous imposer sur le montant que vous sortez. Il y a une imposition, mais sur 15 années maximum, si vous ne remboursez pas les montants dans l'horaire. Ça vous donne du délai et de la latitude là, pour mettre une mise de fonds sur votre maison si c'est avantageux pour vous. Si on veut obtenir une bonne réduction d'impôts en cotisant au REER, combien on doit cotiser et comment ça fonctionne exactement? En réalité, ce que je dis toujours à mes clients, c'est sûr que les clients me posent souvent la question présentement, est-ce que je devrais aller mettre des REER, cotiser à mes REER d'ici la fin du mois pour pouvoir déduire ces REER-là dans mon année d'imposition 2020? Et les gens me posent la question parce qu'il y en a qui ont eu la PCU, des 8 000 des 12 000 ça dépend. Il n'y a pas d'impôts qui ont été prélevés à la source là-dessus. Fait qu'on sait très bien que ces impôts-là vont se rajouter à leurs impôts personnels qu'on va faire là en mars-avril. Mais le montant reçu en PCU, bien, il s'ajoute à tous les autres revenus. Fait que si j'ai des clients ou des contribuables qui ont des revenus d'emploi une partie de l'année, ils ont aussi des revenus locatifs, ils peuvent avoir un peu de revenus de travail autonome. Et tout ça combiné ensemble, la PCU se rajoute. Ben oui, ça peut être avantageux de prendre une cotisation REER et de décider de la déduction qu'on va pouvoir prendre. Mais ce que je dis toujours à mes clients, c'est si vous avez des liquidités, que vous avez de l'argent présentement, posez-vous pas la question, vous pouvez aller le mettre dans le REER. Quand je dis le mettre, c'est cotiser à votre REER d'ici le 1er mars. Et par la suite, dans vos impôts personnels, on peut faire de la planification, on peut déduire ce qu'on a de besoin. Si on n'est pas obligé de tout déduire parce que vous êtes déjà en contexte que vous ne payez pas d'impôts ou que l'impôt, on arrive à zéro, l'excédent, on peut le déduire dans n'importe quelles années dans le futur. Fait que ce que je dis là, c'est de comprendre que c'est pas parce qu'on cotise, par exemple, 10 000 à un REER qu'on est obligé de déduire 10 000 dans les impôts. Là, on viendrait dire, bon, on n'aurait pas dû cotiser, on aurait dû attendre. Cotiser, l'argent est à l'abri de l'impôt, elle continue à grossir, c'est un placement pour ça. Et par la suite, si on déduit juste 5 000 sur le 10 000 dans vos impôts, parce que c'est ça qui est le plus avantageux au niveau fiscal, bien, l'autre 5 000 il est reporté à l'année prochaine et vous aurez déjà une cotisation en banque l'année prochaine. Si jamais, pour n'importe quelle raison, vous avez besoin d'un fonds de roulement en 2021 par la suite, bien, il n'y a rien qui vous empêche à ressortir une partie de ces REER-là pour vivre. Là, vous allez être un taux d'impôt peut-être un peu plus bas. Vous allez avoir reporté un peu plus d'impôts. Excellent. Puis qu'est-ce qu'on fait pour avoir une superbe réduction d'impôts? Tu cotises. Ou, à un moment donné, en réalité, la déduction d'impôt, c'est ce qu'on décide en faisant les impôts, en faisant un petit peu de planification, ce qu'on décide qu'on déduit. Puis là, ça dépend des taux d'impôt de chacun des individus. Je donne un exemple, quelqu'un qui serait un taux d'impôt de 40 bien, la déduction REER va lui donner, s'il met 1 000 de REER, il va avoir un remboursement de 400 un remboursement ou une économie d'impôt, une réduction des impôts payés de 400 Par contre, il ne faut jamais oublier qu'il n'y a pas juste l'impôt que le REER peut être avantageux. Moi, j'ai des clients où est-ce que c'est des familles, ils ont plusieurs enfants et ils ont tous les programmes sociaux, les prestations fiscales pour enfants, les paiements de soutien aux enfants.
Et tous ces programmes-là sont basés sur un revenu net familial. Et le revenu net familial, bien, le REER peut le réduire. Fait que dans certaines situations, je vous dirais que moi, j'ai des clients chaque année qui ont des taux de remboursement des REER de 68, 69 Fait que la réponse, ce qu'on se posait comme question à l'occasion, puis c'est un peu la même question pour l'amortissement, est-ce qu'on en prend ou non? Il n'y a pas juste l'impôt sauvé. Dans le cas de mon client, on déduit une déduction REER. Si on regarde ça très rapidement, il y a seulement une économie d'impôt de 42-43 Par contre, quand je viens lui dire combien de prestations fiscales pour enfants, de paiement de soutien aux enfants, il va avoir supplémentaire pour avoir mis son 5 000 de REER, par exemple, le taux de remboursement d'économie monte à 68, 69 Fait que dans une situation comme ça, je dirais maximise les REER que tu peux pour baisser ton taux. Tu vas avoir des remboursements au niveau des prestations fiscales. Et ça, en plus des prestations fiscales, c'est pas imposable pour les personnes qui le reçoivent. Fait qu'on va chercher des programmes sociaux du gouvernement. C'est des programmes pour nous aider, la famille, surtout en contexte de pandémie, on en a besoin comme ça, et c'est pas des montants imposables. Et par la suite, éventuellement, si vous avez besoin de ces REER-là que vous avez mis, on pourra planifier une stratégie de sortie, de décaissement pour venir dire est-ce qu'on en prend un petit peu, dans quelle année, comment ça va affecter les prestations. Là, on est capable de planifier. Est-ce que tu aurais des conseils? Il y a beaucoup de gens qui sont en ligne présentement, qui sont travailleurs autonomes. C'est quoi les conseils que tu aurais pour la préparation, la déclaration d'impôt qu'il y a à faire? Bien, nous, en réalité, quand on a des travailleurs autonomes au bureau, on a un petit questionnaire d'impôt qu'on prépare. Là, on est en train de le mettre à jour là, d'ici 2 semaines environ. Il va être sorti. Dans le questionnaire d'impôt, on a une section travailleurs autonomes. C'est un annexe avec un tableau qui vient dire essentiellement les revenus et dépenses qu'un travailleur autonome doit considérer dans ses impôts. Ça veut dire les différentes dépenses qu'il peut déduire. Et ça, c'est un peu un aide-mémoire pour la personne. Après ça, quand on fait ses impôts et tout ça, bien, si on voit qu'il manque des choses, là, c'est en discutant ensemble, en planifiant qu'on est capable d'améliorer le tout. Mais à la base, on a un checklist, une grille de contrôle qui vient indiquer un peu qu'est-ce qu'un travailleur autonome peut déduire. On le sait très bien, un travailleur autonome, la règle fiscale, c'est tout ce qui est gagné et dépensé dans le but de gagner un revenu de travailleur autonome est déductible. Fait que toutes les dépenses qui sont dans le but de gagner un revenu et qui sont raisonnables dans les circonstances sont déductibles. Ça veut dire qu'on pourrait penser à tous les frais de consommables, des achats de matériaux, les frais de bureau, les honoraires professionnels, publicité. Et après ça, il y a peut-être 2 dépenses plus spécifiques, tout ce qui est véhicule à moteur, utilisation pour raffaire du véhicule à moteur. Là, il y a des pourcentages à calculer en fonction de l'utilisation personnelle et l'utilisation à faire. Et par la suite, au niveau des frais de bureau à domicile, là aussi, c'est possible d'en déduire. Là aussi, il faut y aller en fonction des superficies. Il y a quelques petits calculs à faire. Mais je vous dirais, les travailleurs autonomes, il ne faut pas qu'ils oublient leurs dépenses standards, plus penser de leur côté déplacement, véhicule à moteur et frais de bureau à domicile. Excellent. Alors, on a plein de gens qui sont en train de rentrer un matin. Michael, bon matin, Michael. Kevin, Donald, qui est souvent là avec nous. On a Christian Leblanc qui a une question. On peut déduire des REER jusqu'à combien d'années suivant la cotisation? Il n'y a pas de délai d'année maximum. OK, excellent. Et on a une bonne question de Kevin, que je ne sais même pas c'est quoi la question. Tu me diras si tu la connais. Utilise les courbes de Laferrière. Oui, je les utilise, Kevin. C'est quoi ces courbes-là? Ça, c'est des courbes. C'est un professeur à l'université. OK. De mémoire, je pense que c'est à l'UQAM, qui a à chaque année construit, inventé des courbes qu'on appelle les courbes Laferrière. Et ça vient dire à chaque déduction fiscale, selon ta situation familiale, ton niveau de revenu et tout ça, combien de déductions va te rapporter. Fait que, par exemple, dans le modèle financier des courbes Laferrière, on pourrait dire on est 2 salariés, on a 3 enfants, les âges sont les suivants. On a tel type de revenu. Si je mets tant de REER, ça me donne combien? Je sauve combien en prestations fiscales? C'est un bon moyen pour quelqu'un qui est un peu à l'aise avec les chiffres, comprend un petit peu les impôts, d'aller faire des tests. C'est disponible sur Internet. Excellent. Comme tu sais, il y a beaucoup de travailleurs qui ont été obligés de travailler à la maison en télétravail dans l'année 2020.
Et je sais qu'il y a eu un programme gouvernemental côté avec l'impôt. C'est quoi les dépenses qu'on est capable de mettre? Et je suggère aux gens de prendre des notes parce qu'il y a plusieurs endroits que vous êtes capable d'aller mettre des dépenses en télétravail. Fait qu'allons-y. Oui. Écoute. OK. La réponse-là va être un peu plus longue parce que je vous dirais que c'est une des particularités des impôts 2020 en contexte de pandémie. C'est qu'il y avait il y a des articles de loi, des règles fiscales qui existaient déjà pour les employés qui sont tenus selon un contrat d'emploi avec leur employeur de défrayer une partie des dépenses pour le bureau à domicile. Et essentiellement, ça, ce que ça prend, ça prend un formulaire, deux formulaires, un formulaire au fédéral et un formulaire au Québec, que l'employeur complète. C'est une série de questions sur 3, 4, 5 pages. L'employeur vient déterminer là-dedans qu'est-ce qu'il juge que l'employé doit assumer dans le cadre de son emploi comme type de dépense. Et là-dedans, on vient mentionner est-ce que l'employé doit payer son propre téléphone cellulaire, est-ce que l'employé doit payer des fournitures, des consommables, du papier, de l'encre et tout ça, est-ce qu'il doit défrayer des frais de véhicule pour le déplacement, est-ce qu'il doit utiliser sa résidence principale pour faire du télétravail et travailler à la maison. L'employeur remplit ce questionnaire-là et par la suite, l'employé reçoit ce questionnaire-là. On est présentement dans la période de l'année où vous allez les recevoir. Ça vous prend ces deux formulaires-là complétés, signés par l'employeur pour demander des dépenses d'emploi. Et là, il y a une annexe à compléter dans vos impôts. Là, la particularité cette année en pandémie, c'est tout ce volet-là reste toujours, mais il y a certaines dépenses qui ont été assouplies pour pouvoir permettre la déduction à certains employés qui étaient en télétravail versus la situation avant pandémie que les règles étaient plus rigides. Je vais vous expliquer après. Une des nouveautés, c'est qu'en contexte de pandémie, il y a une méthode simplifiée qui a été déterminée par les ministères pour faciliter les déductions de dépenses d'emploi, de télétravail, pour les employés qui ont fait du télétravail à la maison à cause de la pandémie. La méthode simplifiée fait en sorte que ça ne prend pas les deux formulaires que je vous parle, ne sont pas obligatoires. Vous n'avez pas à fournir de pièces justificatives, vous n'avez pas à faire de calcul ou quoi que ce soit. Tout ce que vous avez à faire, c'est que le ministère accorde 2 $ par jour de télétravail, maximum 400 $ par personne. Ça, c'est une déduction d'emploi. Ça veut dire chacun d'entre vous qui ont fait du télétravail dans l'année, une des règles, c'est qu'il faut avoir fait au moins du télétravail pendant, je pense, 4 semaines consécutives pour avoir ça. Et ça vous permet, si vous ne voulez pas faire le calcul détaillé, tout calculer, voir combien vous pourriez avoir droit, puis demander les formulaires à vos employeurs, bien, vous pouvez avoir une dépense de télétravail comme ça, de façon facile, simple, pour un 400 $ maximum. 400 $, c'est une dépense d'emploi, donc c'est à votre taux d'impôt. Quelqu'un qui serait un taux d'impôt de 50 %, c'est un 200 $ d'économie d'impôt.